en 2025, lever quand t'es pas dans l'IA et que t'es dans le B2C, c'est censé être assez compliqué. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à les convaincre, mais effectivement sinon on n'avait rien, 0 € de chiffre d'affaires, 0 € d'encours. Sans mentir, faut un petit peu rendre la réalité plus belle qu'elle ne l'est vraiment. 21 décembre, part en vacances, j'ai mon téléphone qui sonne. Finalement on va pas faire le deal. On allait abandonner toutes ces personnes-là, quoi. Tu es le fondateur de Goodvest. Vous avez annoncé une levée de fonds de 12 millions d'euros à l'heure où on nous dit que les startups peinent à lever des fonds. Tu peux m'expliquer comment vous avez fait ? La grosse idée reçue, c'est investir responsable, ça rapporte pas ou ça rapporte moins. Tu penses vraiment que le Français moyen peut avoir un impact fort par son épargne pour orienter le changement climatique ? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equity Conversation. Aujourd'hui, nous recevons Joseph Chouefati, le fondateur de la société Goodvest. Goodvest, c'est une plateforme en ligne d'investissement où vous avez la possibilité d'épargner sur des investissements qui sont alignés avec l'accord de Paris. Goodvest vient d'annoncer une levée de fonds de 12 millions d'euros. Nous allons donc échanger avec Joseph sur la façon dont il a réussi à lever des fonds dans cette période difficile. Nous allons évoquer aussi l'investissement durable. Et enfin, nous allons échanger avec Joseph sur l'acquisition client, qui est un élément clé du développement de Goodvest. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cet épisode. Ça nous aide beaucoup pour le développement du podcast. On se retrouve tout de suite avec Joseph de Goodvest. Salut Joseph. Hello Louis. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce nouvel épisode d'Equity Conversation. Tu es le fondateur de Goodvest et vous avez fait quelque chose de assez fort très récemment puisque vous avez annoncé une levée de fonds de 12 millions d'euros à l'heure où on nous dit que les startups peinent à lever des fonds. Tu peux m'expliquer comment vous avez fait ? Écoute, c'est vrai que surtout on est une boîte B2C, on n'est pas dans l'IA. Donc en 2025, lever quand tu n'es pas dans l'IA et que tu es dans le B2C, c'est censé être assez compliqué. On a réussi à atteindre des chiffres qui sont importants. Plus de 200 millions d'euros sous gestion, là on en a 220 à l'heure actuelle en 4 ans et un peu plus de 15 000 clients. Et donc c'est ça qui à mon avis, a réussi à convaincre nos investisseurs et le fait qu'on soit assez différencié dans un marché qui est quand même en pleine croissance. L'épargne, on sait qu'il y a un vrai sujet en France avec les retraites. De plus en plus de particuliers se tournent vers l'investissement, vont devoir se prendre en main financièrement. Et le fait qu'on ait un angle très précis qui soit sur l'investissement responsable, qui nous permet de sortir un peu de toute cette concurrence qu'il y a sur les plateformes de placement, ça a su convaincre nos investisseurs. Pour ceux qui te connaissent, ils comprennent assez rapidement ce que tu es en train de nous expliquer sur Goodvest. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Goodvest, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Goodvest en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc Goodvest, on est une plateforme d'investissement pour les particuliers qui leur permet d'investir de manière éco-responsable, donc en accord avec leurs valeurs. On a des assurances-vie, des plans d'épargne retraite, des livrets qui respectent l'accord de Paris, qui excluent toutes les énergies fossiles et qui sont transparents sur leur impact, pour qu'un particulier puisse allier rendement et conviction dans ses placements et dans la manière dont il gère son épargne. Pour revenir à votre dernière levée de fonds, qu'est-ce qui a vraiment pu convaincre des VC de se dire « Ok, je vais parier à nouveau sur Goodvest » parce que ce n'est pas votre premier tour de table, vous en avez fait précédemment. Qu'est-ce qui les a convaincus véritablement de venir ? Quel est le KPI clé qui a fait qu'ils se sont dit « On y va sur Goodvest » ? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de KPI en fait, qui ont su les convaincre. On a des investisseurs qui ont déjà investi dans cette levée de fonds et des nouveaux investisseurs qui sont rentrés. Donc, les investisseurs historiques, c'est assez simple de les convaincre parce qu'on arrive à suivre la trajectoire qu'on leur a vendue. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les investisseurs historiques, tu leur as vendu un BP la première fois qu'ils sont rentrés à ton capital. Tu es arrivé dans les temps de passage, comme on dit, et du coup, ils se disent c'est le bon cheval et on va continuer à investir. Exactement. Après, quand on fait un BP dans une levée de fonds, souvent le BP est extrêmement ambitieux. Donc, est-ce qu'on a fait exactement le BP qu'on leur a vendu lors de la première levée de fonds ? Probablement pas. Mais on a réussi à suivre grosso modo les milestones annuels qu'on s'est fixés. Et donc là, les chiffres qui ont réussi à convaincre les nouveaux investisseurs, c'est la capacité à acquérir des nouveaux clients, à faire de la collecte, à le faire en dépensant de l'argent de manière limitée. On sait depuis chez Goodvest qu'on est dans une période où lever des fonds, c'est plus compliqué. Donc, on a une gestion de nos dépenses, de la trésorerie qui est bien plus précise que ce que d'autres boîtes avaient pu faire il y a quelques années, en dépensant un peu sans compter. Donc, c'est cette maîtrise de l'acquisition, de la collecte, la marque Goodvest qui commence à être connue et reconnue, et notre positionnement qui ont su convaincre les investisseurs à participer à ce tour. On parlait des différents tours de table que vous avez fait. Tu peux nous rappeler un peu comment vous êtes arrivé à cette nouvelle levée de fonds de 12 millions d'euros ?
Comment vous avez commencé, par quelle levée, par quel type de moyens, etc. Et voilà, j'aimerais bien avoir un petit historique de votre equity story pour que les gens qui nous écoutent, qui ont envie de lever des fonds, puissent comprendre un peu le chemin que tu as parcouru pour arriver à ça. Bien sûr, donc on a fait une première levée de fonds pré-seed en BSAR, on pourra expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Allez, comme je suis professionnel de droit, Voilà. je m'en occupe. Alors, le BSAR, si vous voulez, c'est pas une opération d'augmentation de capital qu'on fait directement, où on va se prendre la tête sur la détermination de la valorisation, impact d'actionnaire. On va donner un bon à un investisseur et on va lui dire, lorsqu'on va faire une prochaine levée de fonds, on va te calquer sur les conditions du tour de levée de fonds futur, tu auras les mêmes conditions, sauf qu'en fait, sur la valorisation, on va te donner un discount. Alors après, il y a quelques paramétriques, mais je pense que ça ne sert à rien d'aller dans le détail. Il y a la valorisation cap, la valorisation floor, et quelques paramétriques à gérer, mais globalement, c'est ça, le BSAR. Voilà, donc on a fait 400 000 euros et quelques de levée de fonds en BSAR, puis on a fait 1,5 million d'euros. Je te coupe là-dessus, et là, en BSAR, tu vas chercher des professionnels ou tu vas chercher des friends and family? Alors c'était Business Angels et Friends and Family, Ok. principalement des Business Angels qui venaient de l'écosystème de l'incubateur HEC, parce qu'on était incubé à HEC à Station F. Et en fait, comment est-ce qu'on a fait pour les trouver? On a eu à peu près un huitième, on va dire, de Love Money sur ces 400 000 euros. Et ensuite, on a trouvé un ou deux business angels de l'incubateur HEC qui nous ont présenté à leur tour à des business angels, et ainsi de suite. C'est un peu comme ça qu'on a réussi à convaincre les premiers. Donc, ce que tu appelles Love Money et Friends and Family, globalement, c'est tes proches, tes amis qui te font confiance aveuglément. Qu'importe ce que tu vas faire, globalement, ils seront avec toi. Enfin, voilà. J'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Et tu viens consolider avec des business angels, donc des entrepreneurs qui ont réussi globalement sur une aventure entrepreneuriale et qui croient au projet. Mais à ce moment-là, ton deck, parce qu'on parlait de deck tout à l'heure, le deck, c'est la présentation de l'entreprise, son ambition. Lors de cette première levée en BSR, tu présentes quoi finalement? Alors on n'avait pas grand-chose à l'époque. La seule traction qu'on avait, c'était le concept et des préinscrits. Ce qu'on a fait, c'est que dès le début, on a fait beaucoup de communication autour du projet Goodvest pour être sûr que le jour où on allait appuyer sur le bouton de lancement, on allait tout de suite avoir plusieurs dizaines, plusieurs centaines de clients. Donc au moment où on a fait ces levées de fonds BSR, on en a fait plusieurs successivement. On avait entre 500 et 2000, quasiment 3000 préinscrits. D'accord. Et donc l'attraction, c'était, regardez, il y a 3000 personnes qui sont potentiellement prêtes à investir en tant que client sur la plateforme Goodvest le jour où elle sera disponible. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à les convaincre. Mais effectivement, sinon on n'avait rien, 0 € de chiffre d'affaires, 0 € d'encours. Juste une idée. Donc les préinscrits, c'est un peu fake it until you make it, quoi. Complètement. Avec une vision forte et une équipe pour leur promettre le fait que vous allez y arriver. C'est ça. Mais effectivement, il y avait un vrai risque. Il y avait le risque qu'on ne trouve jamais de partenaire assureur pour lancer le projet, qu'on n'arrive jamais à lancer la plateforme. Donc il y avait des vrais risques. C'était vraiment de l'investissement early stage et vraiment du capital risque, quoi. Parce que c'est vrai que dans ce domaine, il y a quand même quelques barrières à l'entrée. Je me rappelle quand tu négociais avec les différents partenaires qui vous ont accompagné, notamment pour héberger l'argent que vous allez récolter. C'était pas non plus facile parce que vous parlez à des grands groupes et effectivement, tu as raison, au début, vous avez rien. Comment tu t'y prends au tout début lorsque tu n'as quasiment pas levé de fonds et tu arrives, toi, quasiment sorti d'études, à discuter avec des gros assureurs, par exemple? En fait, effectivement, c'était un peu le cerveau qui se mord la queue parce que les investisseurs voulaient un partenaire assureur pour être sûr qu'on puisse lancer le produit, et puis les assureurs voulaient qu'on ait les investisseurs. Donc c'était ça qui était assez compliqué, une gymnastique assez... Et donc c'est pour ça que là, le fake it until you make it est important. Il faut, sans mentir, il faut un petit peu rendre la réalité plus belle qu'elle ne l'est vraiment. Et donc, moi, j'ai contacté en fait sur LinkedIn des responsables des partenariats de plein d'assureurs différents. AXA, Generali, Allianz, Suravenir, etc. J'en ai assez peu qui m'ont répondu. J'ai réussi à en avoir 2 en call. Et il y en a un des 2 qui a accepté de se lancer dans l'aventure, qui est Generali, donc qui est notre premier partenaire assureur. Et donc ça a mis beaucoup de temps parce que c'est des grands groupes qui vont assez lentement. Donc entre le moment où j'ai eu le premier call avec Generali et le moment où on s'est tapé dans la main vraiment dans un restaurant dans le 9e pour se dire go, on lance vraiment le projet, il y a eu facilement 6 mois. Et après, entre le moment où on s'est serré la main et le moment où on a lancé le produit, il y a eu 1 an.
Ouais, parce que c'est une énorme affaire humaine, parce que tu dis, tu contactes une personne que tu ne connais pas sur LinkedIn, et après c'est cette personne-là qui est, j'allais dire, ton meilleur avocat au sein de la boîte pour pousser le projet. Donc il suffit que lui ait une défaillance et n'y croit pas à 3000%, il porte pas le projet avec une conviction dingue et ça marche pas, quoi. C'est exactement ça, et c'est complètement la responsable des partenariats qui s'appelle Marina, qui était déjà assez engagée sur le plan écologique personnellement, qui croyait vraiment en ce qu'on voulait faire chez Goodvest, et qui a su convaincre la direction commerciale de nous rencontrer et de se lancer dans le projet, quoi. Ok, donc une fois que tu as signé ce contrat-là, là finalement tu as coché une case, et du coup c'est à ce moment-là où tu fais une nouvelle levée de fonds, ou tu complètes le BSAR que tu avais déjà lancé. Comment ça se passe, la transition entre le premier BSAR et la première vraie levée de fonds par voie d'augmentation de capital que tu fais? Alors la première vraie levée de fonds, on l'a faite 6 mois après le lancement. Donc on a fait en fait 4 tranches de BSAR de 100 000 € à peu près. Ouais. On a lancé, ça nous a permis de lancer le produit, d'atteindre les 500 premiers clients. Et ensuite, on est reparti en roadshow. Donc, on a parlé à plein d'investisseurs et on a su convaincre des investisseurs de nous financer. L'idée, c'était de lever entre 1,5 et 2 millions d'euros au global. Et on avait un investisseur qui nous a envoyé une term sheet après plusieurs calls, pas mal de Q&A, donc de questions-réponses, pour 1 million d'euros. Ok, donc une term sheet, pour ceux qui nous écoutent, c'est globalement un document, une lettre d'intention où l'investisseur va expliquer qu'il manifeste son intention d'investir sur un certain montant, une certaine valo, et selon un certain nombre de conditions qui vont se refléter dans un pacte d'actionnaires ensuite. Exactement. Donc là, ta première term sheet, 1 million d'euros. Et du coup, vous avez levé, il me semble, 2 millions d'euros sur ce tour-là. Il fallait que tu complètes, c'est ça? Voilà. En fait, je compte dans les 2 millions d'euros qu'on a annoncés, on comptait les BSR. Okay. Donc, il fallait qu'on aille chercher en 600 000 à peu près de plus. Et en fait, donc ça, c'était je pense que c'était à peu près en octobre. Le closing définitif du tour était prévu le 24 décembre, donc vraiment le jour de Noël, la veille de Noël. Et le 21 décembre, quand tout devait être bouclé, je pars en vacances le vendredi. J'avais pas pris de vacances depuis 2 ans. Donc je prends la route, je vais en Normandie. Et juste avant de partir, j'ai mon téléphone qui sonne et donc je décroche. Et c'est un des 2 responsables de ce fonds-là qui m'appelle et qui me dit je t'appelle parce que finalement on va pas faire le deal. On va pas faire l'investissement. Et donc là, je suis scotché, la gorge nouée. Là, tu te dis tout de suite, c'est la fin de Goodvest? Ah bah oui, je pense que je vois la vie de Goodvest défiler, tu vois, peut-être pas la mienne, mais... Ok, parce que j'imagine que, et c'est souvent le cas, lorsque vous faites une levée de fonds, globalement, le lendemain de l'opération, vous êtes short cash, ouais. et tu as justement besoin de cette opération pour remettre un peu de réservoir dans le moteur, justement pour pousser l'ambition que vous vendez. Mais du coup, comment tu réagis à ce moment-là? Effectivement, on avait 3 semaines de trésorerie. Nous, on avait recruté nos 5 premiers CDI, on avait nos 500 premiers clients. Donc, on allait abandonner toutes ces personnes-là, quoi. Donc, tu as des employés et devant toi, tu as 3 semaines. C'est-à-dire que 3 semaines après, tu payes plus rien. Tu payes plus rien. Je perds l'argent de mes proches et des business angels qui m'ont confié quand même 400 000 euros. J'ai 500 clients qui nous ont fait confiance. Je leur dis 4 mois plus tard, finalement, on va falloir trouver un autre partenaire pour gérer votre épargne parce qu'on ne peut plus le faire. Donc, très, très gros coup de stress. Et en fait, l'investisseur, pour raconter un peu, je lui demande, pourquoi? Ouais. Tu peux m'expliquer? Je comprends pas, on a signé une term sheet. Normalement, la term sheet, c'est quand même assez engageant. Ouais, sauf que globalement, dans la term sheet, il y a toutes les mentions pour dire que c'est non-binding, comme on dit, c'est-à-dire non engageant, même si, j'imagine, à ce stade du deal, globalement, le pacte était négocié, traité, et toute la documentation n'avait plus qu'à être signée. Voilà. Une pratique de marché, généralement, c'est de pas de laisser tomber une term sheet, quoi. C'est assez rare. Je sais pas. Complètement. À quelle fréquence tu le vois, mais c'est assez rare. Voilà. J'ai jamais vu moi personnellement. Donc c'est assez rare. Les 3 raisons qui ont été évoquées, il faut que je me rappelle des 3. La première, c'était notoriété encore naissante. En même temps, c'était un fonds early stage, donc quand tu investis dans une boîte en seed,
Mais il le découvrait pas le 21 décembre. Voilà, il le découvrait. Non, mais il n'y a aucune des 3 raisons qu'il découvrait. Il aurait pu le savoir J'imagine. avant même de me parler. Deuxième chose, c'était crainte sur la hausse potentielle du coût d'acquisition. Effectivement, oui, quand on investit dans un business B2C qui fait de l'acquisition, le CAC, c'est un sujet, coût d'acquisition client, c'est un sujet critique et il y a un risque que le CAC augmente. Et le troisième sujet, donc c'est le plus marrant, c'était on pense qu'on ne va pas pouvoir vous apporter suffisamment de valeur et qu'un autre investisseur sera plus adapté. Donc assez lunaire comme explication. Et donc comment est-ce qu'on fait pour survivre? On utilise la term sheet qu'on avait reçue pour aller obtenir un prêt bancaire auprès d'une des banques avec lesquelles on travaille qui accepte de nous débloquer les fonds. Donc tu gagnes un peu de temps. Donc on gagne à l'époque on gagne quasiment 3 mois. Ok. En parallèle, on avait nos autres investisseurs, donc là les 600 000 euros qui restaient, acceptent de faire la levée de fonds sans le lead, sans l'investisseur lead. Il n'y a aucun qui nous a planté, c'est un miracle. Okay. On leur a expliqué que l'investisseur était pas fait pour nous, qu'on pensait que c'était mieux de faire le tour sans eux, et il n'y a personne qui a posé de questions. Donc, tu closes quand même cette augmentation de capital. On close la tranche 1. Du coup, on se dit qu'on fait 2 tranches. Ouais. Une tranche 1 de 500 000 euros, un peu plus de 500 000 euros qui correspond à ces investisseurs-là. Et quelques mois plus tard, on a Polytechnic Ventures et AG2R La Mondiale, ainsi que quelques investisseurs de notre communauté en crowdfunding qui font la tranche 2, donc 1 million d'euros supplémentaires. Et donc, en fait, voilà, on a trouvé nos leads dans la deuxième partie de la levée de fonds, ce qui est extrêmement rare, je pense. Mais c'est finalement ultra entrepreneurial ce que tu fais en disant avec la LOI alors d'ailleurs, je sais pas si ton banquier va nous écouter, mais il est content de l'avoir fait quand même. Il est content de l'avoir fait, j'imagine. Mais c'est-à-dire que avec la LOI globalement d'un invest qui a droppé le dossier, tu vas un peu au culot aller voir ta banque en disant c'est bon, j'ai la LOI, donc j'ai un invest qui me suit, donc débloque le prêt. Et il le fait. Et ils l'ont fait, effectivement. En fait, je pense on avait préparé tout le dossier en parallèle et puis la banquière avait envie de cocher la case. Le dossier il avait été pré-approuvé par le comité. Donc, elle s'est dit, vous avez la LOI, c'est bon, vous allez arriver. C'est marrant ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu apprends la nouvelle, tu vois défiler les salariés que tu as, tes business angels, les proches qui ont mis 400 000 euros dans la boîte et tu dis, voilà, j'ai ça sur le dos. Et en fait, tu t'en rajoutes une en te disant, en fait, pour sauver le navire, en gros, je suis obligé de me rajouter quelqu'un sur le dos et la banque. Mais en même temps, tu crois tellement au projet que tu pousses le sujet. Et à ce moment-là, tu te dis, c'est possible pour moi, avec 3 mois supplémentaires, d'aller trouver quelqu'un d'autre? En fait, en parallèle, on a closé le tour avec les autres investisseurs, les 500 000. Donc, il y avait un risque très important qu'il y en ait un qui plante ou deux, et après que ça fasse l'effet domino et qu'un par un, ils se mettent tous à planter. Parce que quand même, à ce stade de l'aventure, dans les levées de fonds, très souvent, il y a un effet un peu mouton, quoi. On suit quand même un lead. S'il y en a qui se déchauffent rapidement, il y a du FOMO quand tout le monde s'emballe. Et puis, à l'opposé, quand il y en a qui se déchauffent, tout le monde peut se refroidir, quoi. Donc c'était un risque. On ne savait pas du tout que ça allait le faire, mais les chiffres étaient là. Et donc on a réussi à le faire. Mais en même temps, ça a renforcé la confiance que tu peux avoir avec tes investisseurs qui sont aujourd'hui autour de ta table et qui t'ont suivi quand même dans cette situation. Ah, complètement. Moi, en fait, je suis très content d'avoir eu Polytechnic Ventures et AG2R La Mondiale plutôt que le fonds qui nous a plantés. Ça, c'est évident. Et puis d'ailleurs, pour l'anecdote, le fonds, j'ai appris quelques mois après la vraie raison pour laquelle il nous a plantés. Ouais. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment réussi à lever complètement le fonds avec lequel ils voulaient investir. D'accord. Et donc, en fait, tout simplement, ils n'avaient pas l'argent pour. Ouais. Donc eux-mêmes n'avaient pas réussi leur propre levée de fonds. Voilà. Parce que ça aussi, il faut peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent. Alors on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises sur ce podcast, mais les fonds d'investissement eux-mêmes lèvent de l'argent auprès de ce qu'on appelle des LP, donc des personnes qui investissent au sein du fonds d'investissement pour que le fonds d'investissement gère cet argent et le déploie dans un certain nombre d'opportunités et de cibles. Ok, et donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui change entre cette première levée de fonds
et votre déploiement au sein de Goodvest, est-ce que c'est vraiment ça qui permet d'accélérer votre croissance et de vous permettre justement d'être fort sur votre marché? Est-ce que vraiment c'est ça le déclic de la boîte une fois que vous êtes bien financé pour déployer? La levée de fonds, elle est vraiment vitale dans notre business. Nous, on a un business chez Goodvest où en fait, on fait de l'acquisition marketing pour attirer des clients et en fait, les clients nous rapportent de l'argent tout au long de leur cycle de vie chez Goodvest, mais pas au moment où ils signent. Contrairement à une agence immobilière, par exemple, qui va signer un appartement, qui reçoit une commission au moment de la signature, nous, c'est le contraire. On reçoit des revenus au fur et à mesure sur 5, 10, 15 ans. Et d'ailleurs, ces revenus vont en augmentant parce qu'un client, au début, nous confie une somme qui peut être faible, qui peut être de 5 000 euros, 10 000 euros. Il va nous reconfier à nouveau quelques centaines d'euros supplémentaires tous les mois. Ouais, tous les mois, il va réengager et c'est là-dessus où vous allez... Voilà. Et l'enjeu de votre business, et tu disais tout à l'heure, on fait du B2C, c'est-à-dire qu'en fait, ton défi, toi, c'est d'aller convaincre des particuliers de s'inscrire sur votre plateforme, sur votre application, qui va effectivement lui permettre d'accéder aux différentes options d'épargne que vous allez lui proposer. C'est quoi le grand défi et pourquoi tout le monde dans l'univers startup dit « Oulala, B2C, j'ai un peu peur parce que c'est vraiment trop compliqué ». C'est quoi les défis que vous avez à faire face? La difficulté du secteur de B2C, c'est que c'est un secteur où les marges sont assez faibles. Il y a un grand volume de clients, donc potentiellement beaucoup de besoins de support, beaucoup besoin de sales, beaucoup de coûts marketing pour un revenu par client qui est relativement faible. Parce qu'une entreprise, dans le B2B, une entreprise va avoir un panier moyen qui va être beaucoup plus élevé qu'un particulier. C'est un petit peu différent dans le secteur du wealth, donc dans le secteur dans lequel je suis, dans le secteur de l'épargne, parce qu'il y a une très grosse disparité entre le panier moyen d'un investisseur. On peut avoir un investisseur qui va nous confier 300 euros ou 1000 euros. Et puis, hier, on a un de nos clients qui avait déjà 2 millions d'euros chez nous, qui en a rajouté 5. Vraiment, hier. Okay. Voilà. Donc, on voit la différence de revenus qu'il peut y avoir d'un client à un autre. Un client peut rapporter 100, 200, 300, 500 fois plus qu'un autre client. Et donc, on arrive à des paniers moyens, finalement, qui peuvent être proches de certains business B2B. Ok. Ce qui est assez marrant dans l'exemple que tu viens de donner, tu as une personne qui t'avait déjà mis 2 millions d'euros, il t'en a rajouté 5 millions d'euros. On peut se dire que cette personne, qui du coup a un énorme patrimoine, puisque c'est quand même conséquent, a accès à tout un tas de produits sur lesquels il pourrait s'amuser. Il est accompagné par des gestionnaires de patrimoine, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il se dit, mais en fait, moi, je veux le placer chez Goodvest? Alors, c'est le green. Hein. C'est notre particularité, notre différenciation, et c'est pour ça que nos investisseurs nous ont fait confiance. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en capacité de démontrer qu'on a la méthodologie d'investissement la plus responsable, la plus stricte sur le plan environnemental du marché. Et c'est quelqu'un qui a des grosses convictions écologiques et qui a été déçu de l'accompagnement qu'il a pu avoir dans sa banque, auprès de son conseiller en gestion de patrimoine, et qu'il a identifié en faisant des recherches que Goodvest était reconnu par des ONG, par un certain nombre de leaders d'opinion comme là où une des solutions les plus pertinentes du marché pour l'investissement responsable. Et donc et d'ailleurs, lorsqu'il a souscrit, qu'il a investi pour la première fois chez nous, il l'a fait sans même parler à un conseiller. Donc il a mis... Oui, parce que s'il avait parlé à un conseiller, probablement qu'il l'aurait vite détourné, à mon avis. Non, si. il aurait investi, il aurait sûrement investi plus. Attends, un conseiller de chez vous, parce que vous avez des conseillers, évidemment, on a pardon. Des conseillers chez nous. Il aurait sûrement investi peut-être plus s'il avait parlé à un conseiller, mais il a commencé en investissant 1 million d'euros chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un matin, tu te réveilles, alors j'imagine que vous aviez déjà eu des grosses sommes, mais je pense que ça doit vous faire drôle quand vous voyez une souscription, un mec qui s'inscrit et qui balance 1 million d'euros tout de suite, comme ça. Ouais, on avait déjà des clients au-dessus d'1 million d'euros, mais c'est la première fois qu'on avait un client qui versait 1 million d'euros en premier versement sans même parler à un conseiller. Ça, c'était la première fois. Ah ouais, lui, il a dû avoir vraiment confiance en Goodvest dès le début. D'ailleurs, je me suis dit, à sa place, moi, je n'aurais pas fait ça. Okay. Parce qu'on ne sait jamais, il faut vérifier que ce n'est pas un site miroir ou tu vois on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques malheureusement en ligne. Ouais. Donc même si nous, Goodvest, on sait qu'on est agréé par les bonnes organisations, qu'on est assuré par Generali, il faut toujours vérifier que l'URL du site est la bonne
parce qu'effectivement, malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant les différents placements. Et tu sais comment il vous a connu, cet investisseur? Alors, on lui a demandé, je crois qu'il a participé à un webinaire qu'on a organisé. Donc c'est comme ça, comme quoi c'est important de faire des podcasts, des webinaires, etc. Justement, il y a un autre sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est que globalement, quand tu as fait ta levée de fonds de 2 millions d'euros, tu as dû vendre un BP, donc c'est-à-dire une croissance pour l'entreprise. Tu as dû globalement le respecter, peu ou prou, comme tu nous disais tout à l'heure, pour arriver à cette étape où tu avais encore besoin d'argent pour accélérer. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait le chemin entre la période où tu as levé les 2 millions d'euros et très récemment où tu as fait une levée de 12 millions d'euros? Alors, en plus, il y a une étape intermédiaire. On a levé 10 millions d'euros entre ces deux levées de fonds-là. Donc, la levée de fonds de 2 millions d'euros, elle s'est terminée vers l'été 2022. Ensuite, on a fait une autre levée de fonds de 10 millions d'euros qu'on a terminé fin 2023. Okay. À ce moment-là, on était passé de à peu près 10 millions sous gestion, c'était 8 millions d'euros sous gestion lors de la première levée de fonds à entre 35 et 40 millions sous gestion lors de la deuxième levée de fonds. Et ensuite à 200 millions d'euros à peu près sous gestion. Aujourd'hui. Voilà, lors de la dernière levée de fonds, là on est à 220. Et donc on a passé du 8 à 30, donc x4. Et là après, plutôt x6, x7. Ok, et sur la levée de fonds de 10 millions d'euros dont tu as parlé, qui était intermédiaire, tu as fait du crowd equity? Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réfléchissent au crowd equity, souvent parce qu'ils cherchent de l'argent ailleurs que chez les VC, ou parce qu'ils veulent associer globalement les consommateurs. Comment et quelle était la stratégie qui était la tienne dans cette démarche de crowd equity? Alors chez Goodvest, il faut savoir qu'on a probablement le meilleur business du marché pour faire du crowd equity. Pourquoi ? Parce que nos clients sont des investisseurs. Okay. Et donc, naturellement, ils nous ont déjà fait confiance pour investir une fois dans nos produits. Donc, nous faire confiance pour investir dans la boîte une deuxième fois, c'est censé être relativement proche. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de fintech au UK comme Revolut, mais aussi des boîtes dans le secteur du wealth précisément, qui en ont fait, et c'était plutôt des gros succès. On avait vu aussi en France qu'il y a plusieurs boîtes qui ont fait des crowdfunding. On s'est dit, on y va, c'est une bonne manière de dynamiser notre communauté. Donc le crowdfunding, pour ceux qui nous écoutent encore, c'est d'aller chercher de l'argent non pas auprès d'institutionnels, non pas véritablement auprès de business angels, non pas auprès de venture capitalistes, donc de fonds d'investissement spécialisés, mais plutôt auprès de tout à chacun sur des montants beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que le ticket d'entrée, je ne sais pas quel était le ticket d'entrée chez vous. C'était 10 euros, je crois. Voilà, donc à partir de 10 euros, ouais. vous pouviez devenir actionnaire de Goodvest. Exactement. Et en fait, c'est assez intéressant pour nous parce que ça permet vraiment de dynamiser la communauté. Le client, au lieu d'être juste client, il est client et actionnaire. Et donc, il va être beaucoup plus ambassadeur. Et en fait, chez Goodvest, notre premier canal d'acquisition, c'est le bouche-à-oreille. Donc, c'est super important d'avoir une communauté qui est engagée. Par contre, inconvénient du crowdfunding, c'est que le crowdfunding peut aussi avoir une mauvaise réputation. Ouais. Il y a pas mal de boîtes qui ont fait du crowdfunding parce qu'elles n'arrivaient pas Exactement. à lever auprès de VC. Et donc, il faut faire assez attention. Et le conseil que je donnerais à des particuliers qui veulent investir en crowdfunding ou à des entrepreneurs qui veulent faire du crowdfunding, c'est que ça ne représente pas la majorité de leur levée de fonds. Comme ça, ils prouvent qu'ils ont réussi à séduire des investisseurs institutionnels, VC, donc c'est le métier, et qu'en complément, ils font de la levée en crowdfunding. Quand c'est uniquement du crowdfunding, les termes qui peuvent être demandés aux investisseurs peuvent parfois ne pas être en leur avantage et ils peuvent ne pas s'en rendre compte parce que ce n'est pas des professionnels du secteur, donc ils ne jugent pas forcément correctement est-ce que la valorisation est bonne, est-ce que la santé financière de l'entreprise est la bonne. Et donc c'est assez important de faire attention là-dessus, à vérifier toujours, si on ne s'y connaît pas, qu'on investit dans les mêmes termes que d'investisseurs réputés dans la startup.
Ok, et la particularité du crowd equity, justement pour aussi rassurer toutes les personnes, on peut mettre 10 euros, mais ça ne veut pas dire qu'on sera convoqué systématiquement à l'Assemblée Générale. Et ça, je rassure surtout les entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « mais moi, je n'ai pas envie d'avoir 300 personnes dans ma table de capitalisation ». Ils sont regroupés dans un SPV, donc dans une société qui regroupe tous ces petits investisseurs, et seule cette société qui rassemble tout le monde a sa place à l'Assemblée Générale et est convoquée. Donc ils sont tous rassemblés dans une société, de sorte que vous n'êtes pas trop encombré par 300 investisseurs qui se retrouvent à votre table de capitalisation. Aujourd'hui, vous en tirez des bénéfices de cette communauté qui a pu investir chez vous? Comment tu... C'est très difficilement mesurable. C'est quoi ton retour d'expérience? C'est très difficilement mesurable. On a comparé quand même le taux de parrainage de nos investisseurs qui ont participé à ce crowdfunding par rapport aux clients qui n'ont pas participé à ce crowdfunding, et on a vu qu'il était quand même assez supérieur. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais donc on a vu qu'en tout cas ça a un effet positif sur le bouche à oreille, sur le fait que les clients qui étaient investisseurs en parlaient plus autour d'eux, et donc très clairement on ne regrette pas du tout de l'avoir fait, et ça a plutôt un impact positif sur le développement de notre activité. D'accord. Dans cette période intermédiaire aussi, donc tu as fondé cette société avec un cofondateur, qui est Antoine Beneteau, et tu as eu une late founder, pour être plus précis. Tu peux nous raconter comment et pourquoi, j'allais dire un peu, alors que vous êtes lancé, vous décidez d'intégrer une late founder au sein du capital. Comment vous l'avez fait et pourquoi vous l'avez fait aussi, et pourquoi c'est important? Alors, il faut savoir que donc, Antoine Beneteau est le CTO de la boîte, et moi je suis le CEO. Donc lui, il a une dimension très tech, produit, moi une dimension très business. Dans notre métier, une chose qui est très importante, on en parle depuis le début du podcast, c'est l'acquisition des clients. Ouais. Moi, c'est pas ma première expertise. Alors, j'ai bien appris à le faire, et j'ai réussi à faire monter Goodvest de 0 à 500 ou 1000 clients. Mais je sentais qu'il fallait quelqu'un qui soit vraiment à 200% sur l'acquisition, sur le marketing, sur la communication. Un autre sujet qui est assez important, c'est que dans le secteur de l'investissement, il y a une part de clientèle féminine qui est très faible. On regarde chez nos concurrents, c'est souvent 10, 15, 20% des clients qui sont des femmes. Chez Goodvest, on a réalisé qu'on avait une force, on avait déjà un taux qui était assez élevé, on était à 35%, 40% de clientèle féminine, et on s'est dit il faut qu'on fasse un pari là-dessus, et qu'on prenne le marché des femmes qui veulent investir, réussir à les convaincre d'aller vers l'investissement. Et donc on s'est dit Aurore est la bonne personne pour piloter toute la partie marque et communication chez Goodvest, être brand voice de Goodvest, leader d'opinion sur le sujet, et faire en sorte que les femmes se sentent représentées. Une des raisons pour lesquelles les femmes investissent peu, c'est quand on regarde les sites de sociétés financières d'investissement, on voit que des mecs en costard-cravate, et donc la femme ne s'identifie pas. Et donc nous, on s'est dit que c'est important d'avoir Aurore pour parler d'investissement aux femmes directement. Et ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment 50%, on est à 49,6% de Ah oui, vous êtes femmes. à la parité. On est à la parité. Je pense vu la trajectoire, à mon avis, on va arriver à une majorité de femmes dans quelques mois. Mais qu'est-ce qui explique que votre produit attire davantage, pas davantage, mais en tout cas rééquilibre le déséquilibre qu'on pouvait trouver dans d'autres boîtes qui font ce genre d'activité? Je pense qu'on parle effectivement de plus de concret. Okay. On parle d'impact, on parle de projet de vie, on parle de comment gérer son patrimoine au sein de sa famille. Et c'est quelque chose qui va parler, dont les femmes ont besoin d'entendre, plus que de parler uniquement de risque, de performance, de ratio financier. On essaie de projeter du concret. Je ne pense pas que les femmes soient plus engagées sur le plan écologique que les hommes, mais je pense qu'en tout cas elles ont peut-être besoin de plus de concret. Et donc à mon avis c'est ça, et le fait qu'on ait beaucoup travaillé ce sujet dès le début, parce qu'on a organisé des événements Elles investissent. Okay. On en a fait 3, on prépare une 4e édition. On a fait beaucoup de partenariats avec des médias aussi féminins. Donc on a identifié ce sujet, et puis on l'a pris au sérieux, quoi. Comment on rentre assez facilement sur Goodvest? Il suffit de télécharger l'application.
Vous êtes disponible sur tous les. Alors on n'est pas sur les stores. D'accord. Donc, c'est un projet, ça? C'est un projet qu'on regarde effectivement. C'est pas le projet le plus urgent, parce que c'est pas le plus demandé. Mais donc en fait c'est une web app. C'est simplement il suffit d'aller sur goodvest.fr. Ça fonctionne sur mobile. Il suffit de faire un raccourci sur l'écran d'accueil et c'est complètement responsive sur mobile. Et on fait une simulation, on répond à quelques questions qui vont nous permettre de comprendre vraiment votre projet et de vous faire une proposition sur mesure. Et après, vous avez soit la possibilité de souscrire en quelques clics en autonomie, soit de parler à un conseiller gratuitement qui répondra à toutes vos questions, quoi. D'accord, donc vous-même en interne, vous avez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des conseillers qui peuvent effectivement accompagner des clients sur leurs allocations, leur épargne. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu sors de tes études, tu te dis j'ai envie de faire ce projet, et surtout dans ce projet assez singulier, qui était pas non plus assez classique, d'aller créer Goodvest, qui est vraiment ciblé dans l'économie durable. Quel est le déclic qui te dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Alors moi, pour raconter un peu rapidement mon parcours, donc j'ai fait un bac S, ensuite je suis allé à l'école hôtelière de Lausanne. D'accord. Et j'ai eu mes premières expériences entrepreneuriales en parallèle de Lausanne, où je faisais des événements pour étudiants. J'ai réalisé que ce qui m'intéressait vraiment, là, c'était l'entrepreneuriat plus que l'événementiel. Et donc, j'ai fait le master XHEC Entrepreneur. Okay. Il y a eu le Covid en même temps. Et donc, pendant le Covid, on parlait beaucoup d'épargne. Les Français étaient bloqués chez eux, donc ils épargnaient énormément. Et en même temps, c'était une prise de recul un peu sur nos vies, parce qu'on était tous confinés chez nous. Donc, on parlait beaucoup de transition écologique. Et donc, j'ai fait un lien entre ces deux points. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, ce qui finance l'économie et donc à la fois la transition écologique, mais aussi la pollution, c'est l'épargne. Et donc, en fait, il suffit de l'orienter plutôt vers la transition écologique que vers la pollution. Et donc, il faut créer une solution qui permet de le faire facilement, en particulier qui ne sait pas exactement comment s'y prendre, parce qu'il y a beaucoup d'opacité dans le secteur. Il faut un acteur de confiance qui va l'accompagner dans cette démarche. Ouais, parce que en fait, tu te rends compte que mettre de l'argent dans l'assurance vie, c'est financer essentiellement des énergies fossiles, etc. C'est quoi les stats que tu rappelais au tout début quand tu lançais le Goodvest? Il y avait des stats assez ahurissantes. Tu peux nous les rappeler? Bien sûr. La trajectoire de réchauffement climatique moyenne d'un produit financier, c'est plus de 3 degrés. C'est à peu près 3,5 degrés de réchauffement climatique. Donc, c'est un réchauffement climatique énorme. Ça, c'est une moyenne, le 3,5 degrés, mais ça veut dire potentiellement plus 5, 8, 10 degrés à Paris, par exemple. Alors que l'accord de Paris vise 2 degrés. C'est une énorme majorité, je crois que c'était plus de 80% des fonds labellisés ISR, donc le label d'investissement responsable, qui investissent dans les énergies fossiles à l'époque. Désormais, le label ISR exclut les énergies fossiles. Donc c'est des chiffres qui sont assez édifiants, quoi. Et donc beaucoup de greenwashing et besoin de transparence. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, on exclut complètement les énergies fossiles. 0 € dans les énergies fossiles. 100% de nos portefeuilles respectent l'accord de Paris sur le climat. Et en plus, on est transparent parce qu'on permet aux épargnants de visualiser sur leur application quelle technologie d'énergie renouvelable ils vont financer, dans quel pays, combien de tonnes de CO2 ils vont économiser, etc. Et tu arrives à vraiment trouver une offre qui permet justement de faire ce 0 énergie fossile? On a beaucoup travaillé pour ça. Ouais. On a une équipe dédiée en fait, chez Goodvest, une équipe offre et ISR qui va passer son temps à éplucher des fonds, des rapports. On a analysé plusieurs milliers de fonds d'investissement. D'accord. Et à la fin, on n'en investit que dans quelques dizaines. Donc effectivement, il y a une vraie sélection. Là, désormais, on a un peu grossi, donc on arrive à co-créer nos propres fonds en partenariat avec des sociétés de gestion. Donc on arrive à faire du sur-mesure. Voilà, à faire du sur-mesure. Et ça nous aide forcément dans le développement de l'offre. Et tu penses vraiment que le Français moyen peut avoir un impact fort par son épargne pour orienter les décisions et notamment le changement climatique? Complètement. Chez Goodvest, depuis le début, c'est plus de 100 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées par nos clients. Donc c'est quand même énorme, 100 000 tonnes de CO2. C'est le début. On a pour l'instant que 15 000 clients et on existe depuis que 4 ans. Mais dans quelques années, avec plus de clients, plus d'épargne sous gestion, ce sera probablement plusieurs millions de tonnes de CO2 qui seront économisées. Donc on peut avoir un impact. Est-ce qu'on peut résoudre complètement le problème de réchauffement climatique? Non. Il faudrait que les Américains s'y mettent aussi, les Chinois. Mais l'épargne, c'est le levier de financement de l'économie principale. Et donc c'est très important de s'en occuper. Quelle est la fausse idée que tu t'es rendu compte
que tu t'es rendu compte en faisant justement tous tes audits, etc., sur l'épargne durable que tu as pu voir et qui te saute aux yeux assez systématiquement? Alors, la grosse idée reçue, c'est investir responsable, ça rapporte pas ou ça rapporte moins qu'investir dans les industries polluantes. Et globalement, l'immense majorité des études montrent que c'est totalement faux, surtout sur un horizon d'investissement qui est long. Et en fait, ça s'explique assez facilement. Si on prend en compte des risques environnementaux, des risques sociaux, on évite des controverses, on évite des scandales, on remporte plus facilement des appels d'offres. On bénéficie de plans de financement internationaux qui vont soutenir ces secteurs-là, qui ont besoin de se développer. Et donc, les entreprises durables, généralement, performent mieux sur le long terme que celles qui ont un impact négatif. D'accord. Est-ce que tu t'es rendu compte aussi, lorsque vous faisiez vos audits, qu'il y a pas mal de fonds qui se présentaient comme durables et qui ne l'étaient pas du tout? Énormément de greenwashing. Heureusement, il y en a moins aujourd'hui parce que la réglementation a changé. Mais à l'époque, on pouvait avoir des fonds qui se disaient durables avec en première ligne le leader des énergies fossiles en France et en Europe. Et comment ils arrivaient à passer le filtre? Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de critères. En fait, on pouvait être ESG, il suffisait de mesurer. D'accord. Il suffit de mesurer l'impact environnemental, l'impact social, mais il n'y avait pas de véritables critères. Là, aujourd'hui, suite au scandale qu'il y a eu dans l'industrie, la réglementation a évolué, le label ISR a évolué, donc désormais, il exclut les énergies fossiles, et donc ça évite ça. Mais il y a encore malheureusement trop de greenwashing dans le secteur. Ouais. Ok. Aujourd'hui, sur votre ambition chez Goodvest, c'est d'avoir plus d'1 milliard sous gestion à horizon fin 2027. Fin 2027, ce qui fait que c'est une course assez effrénée. Vous avez un effet aussi de boule de neige qui est assez fort, puisque globalement, tous les clients qui sont rentrés chez vous il y a 2 ans, il y a 1 an, globalement peuvent remettre tous les mois, tous les ans. C'est quoi la grosse stratégie que vous avez pour aller chercher ces 1 milliard, justement ? Alors, 1 milliard sous gestion, pour nous, c'est à peu près 30-35 000 clients. Donc, il faut faire x2 sur le nombre de clients et x4 par rapport à ce qu'on aura à la fin de l'année sur l'encours. Donc, la stratégie, c'est lancer des nouveaux partenariats. On fait de l'acquisition aussi via des cabinets de gestion de patrimoine, via des néobanques, via des plateformes de crowdfunding sur les énergies renouvelables. Enfin, on a plein de partenariats. Continuer à faire de l'acquisition payante et pousser nos clients à continuer à être ambassadeurs et donc amener leurs proches à investir chez nous. Et derrière, continuer à lancer d'autres produits d'investissement pour générer de l'upsell et du cross-sell, c'est-à-dire que nos clients souscrivent à d'autres produits chez nous ou reversent sur leur contrat existant. Donc c'est un peu un mix de ces 3 stratégies différentes. Ok, dans vos souscripteurs, donc du coup dans les investisseurs qui placent leur épargne chez Goodvest, il y a aussi un effet générationnel. Tu parlais tout à l'heure du rapport de force plutôt équilibré entre les hommes et les femmes. En termes de génération, qu'est-ce que ça donne chez vous ? Vous avez plutôt la jeune génération ou c'est assez équilibré de ce point de vue ? Alors, c'est plus équilibré qu'on ne pourrait le penser. Ouais. Après, ça reste majoritairement des personnes qui ont entre 30 et 50 ans. D'accord. Pourquoi à partir de 30 ans ? Parce que généralement, il faut quand même avoir une capacité d'épargne. On dit aux clients de venir chez nous quand ils ont de l'épargne de précaution ou alors de faire leur épargne de précaution avec nous au sein de notre livret. Et pourquoi moins de clients au-delà de 50 ans ? Parce que souvent, ces clients sont déjà équipés. Parfois sont moins à l'aise avec le digital. Alors maintenant, 50 ans, on est à l'aise avec le digital, ouais. mais en fait, souvent, ils sont déjà équipés. Donc, on arrive à toucher des clients jusqu'à 65 ans. Okay. Au-delà de 65 ans, c'est plus compliqué, ou alors ils viennent par leurs enfants. Ils leur disent, il faut que tu investisses chez Goodvest. Ou par leur gestionnaire de patrimoine avec qui vous avez des partenariats. Exactement. Parce que ça, c'est un canal d'acquisition qui marche bien pour vous aussi. Comment vous avez fait pour rentrer au sein de ces gestionnaires de patrimoine qui est finalement une profession assez fortement établie avec de grosses enseignes et des partenariats assez solides, ça bouge pas trop dans ce domaine-là. Comment vous avez réussi à bousculer les choses et faire en sorte de vous imposer au sein des options qui sont ceux des gestionnaires de patrimoine ? Généralement par les clients. D'accord. Ça veut dire que c'est les clients qui sont allés voir leur conseiller de gestion de patrimoine et qui leur ont dit je veux investir vraiment de manière durable. Donc soit le conseiller de gestion de patrimoine a une vraie offre là-dessus, ce qui arrive quasiment jamais. Soit une vraie offre ou
Ou alors du greenwashing. Ou du greenwashing qui peut lui dire ouais ça c'est durable alors que comme tu le disais ça l'est peut-être pas forcément. Et notre chance c'est que souvent ces clients-là ils aiment bien éplucher un petit peu et regarder dans les détails. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui épluchent leurs assurances vie parce que bon j'ai quand même l'impression que les gens ils vont sur alors je vais pas citer de nom mais ils souscrivent à leur assurance vie et généralement ils regardent assez peu ce qu'il y a derrière. Ils regardent assez peu mais de plus en plus, hein. En tout cas celles et ceux qui ont une vraie conviction généralement vont chercher à creuser. Ils sont conscients qu'il y a du greenwashing. En fait, hein, aujourd'hui, les gens savent qu'il y a beaucoup de greenwashing, notamment en finance. Et donc, ils vont quand même regarder. Et donc, souvent, les conseillers sont venus chez nous parce qu'aussi le client leur disait j'ai entendu parler de Goodvest. Est-ce que vous travaillez avec eux ? Et ça nous permet de nous développer auprès de ces CGP. D'accord. S'il y avait une chose que tu ferais différemment depuis le lancement de Goodvest, que ce soit dans votre stratégie d'acquisition ou dans vos stratégies de levée de fonds, qu'est-ce que ce serait ? Assez compliqué comme question, mais je pense que je mettrais encore plus d'efforts sur l'acquisition client. D'accord. C'est vraiment le point central. On en a mis beaucoup, mais je pense qu'on en fait jamais trop. Et donc, j'aurais peut-être encore plus travaillé la communauté, les réseaux sociaux, dès le début, que ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que vous avez fait aussi des campagnes beaucoup, je pense, dans le métro aussi. Est-ce que ça marche bien ? Ça fonctionne pas tout seul. Okay. Mais nous, on croit qu'il faut avoir un bon mix marketing. Donc, il faut faire et du bouche à oreille, et du SEO, donc de l'optimisation pour les moteurs de recherche, et de l'acquisition payante, et de la notoriété avec des campagnes dans le métro. Et on pense que on s'est rendu compte en fait, que nos clients avaient généralement, avant de souscrire, pas mal de touch points différents avec nous. Ça veut dire qu'ils vont entendre parler par un ami. Ensuite, ils vont voir une pub dans le métro. Ensuite, ils vont voir une pub sur Instagram. Et après, ils vont souscrire. Ouais, donc il faut les toucher à plusieurs reprises et pour qu'il y ait un moment où ils se disent vas-y, je vais aller sur ce site, je vais regarder et je vais essayer. Exactement. Il faut qu'ils nous aient en tête. La décision de confier son argent, c'est quand même une grosse décision. Et donc, ça se fait pas comme on peut acheter une paire de baskets, quoi. Ok. Et votre business model, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Donc, au plus vous avez d'encours, au plus vous avez de clients, au plus naturellement c'est rentable pour vous. Mais comment vous rémunérez typiquement sur un client qui vient vous voir et qui vous propose son argent ? Alors, on se rémunère en prenant une commission sur le montant sous gestion. Okay. Qui va varier énormément d'un produit à un autre. Tu vois, sur un livret, ça va être de l'ordre de 0,2%. Et c'est invisible pour le client parce que c'est directement retiré du rendement. D'accord. Qu'on annonce. Et sur d'autres produits comme de la gestion pilotée, on va être autour de 0,9% du montant sous gestion. Donc en fait on se rémunère comme ça. Une commission annuelle sur le montant sous gestion. D'accord, il y a tout un tas de questions autour de ces commissions parce que généralement en fait les gens comme je le disais lambda prennent une assurance vie, ils ne savent même pas quels sont les frais qui vont leur être pris. Généralement comme c'est pris sur la performance, etc. Donc à l'entrée également. Comment vous faites en sorte d'avoir une certaine forme de transparence sur toutes ces commissions et sur votre business model ? Alors, déjà, on éduque beaucoup les clients là-dessus parce que très souvent, effectivement, on a des clients qui viennent nous dire « mais je comprends pas, dans ma banque, j'ai pas de frais ». Ah bah si, la banque, elle doit gagner de l'argent, donc vous avez des frais. La banque ne va pas forcément vous les communiquer. Parfois, il faut poser la question 3 fois. Parfois, le conseiller est de mauvaise foi. Et donc, heureusement, la réglementation a évolué. Il y a des documents obligatoires désormais. Donc, il faut demander systématiquement à son banquier « est-ce que je peux avoir le document standardisé des frais ?» Okay. Et une page qui résume les frais et dans l'obligation de vous le fournir. Si vous le fournissez pas, vous pouvez l'attaquer. Enfin, c'est vraiment illégal. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la pédagogie. On leur explique, comment se décomposent les frais. Il y a les frais des fonds, il y a les frais de l'assureur, il y a les frais de Goodvest. C'est les 3 types de frais. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, pas de frais de performance. Les seuls frais que vous avez, c'est ceux-là. Et c'est à ça qu'il faut comparer si vous êtes dans une banque traditionnelle. D'accord. Merci pour tous ces éléments. Je pense qu'on l'aura compris dans notre échange. L'enjeu pour toi, c'est l'acquisition client et de faire en sorte de vous faire connaître au maximum. Qu'est-ce que tu as comme conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui nous écoute là et qui commence à avoir une idée pour monter son business ? Quels seraient les premiers conseils que tu pourrais lui donner ? Écoute, je rebondis un peu sur ce que tu as dit juste avant. C'est l'acquisition client, c'est central. Donc avant de se lancer dans le développement d'un produit, il faut déjà avoir ses premiers clients en fait. Donc il faut avoir communiqué dessus, il faut avoir identifié ce que recherche le client et avoir ses premiers clients, ça permet de développer le produit en fonction de ce dont vont avoir besoin les clients. Donc c'est ne pas du tout sous-estimer ça et commencer par ça là. Ouais, donc le produit c'est pas créé ex nihilo, il se crée
par rapport à la clientèle cible et la clientèle qu'on aura d'ores et déjà avant même d'avoir lancé le produit. Voilà, c'est comme ça que l'offre rencontre la demande et pas le contraire. Super, on terminera là-dessus. Merci Joseph. Merci Louis. Très sympa d'avoir pu échanger avec toi et je souhaite plein de succès à Goodvest et j'espère que l'objectif des 1 milliard sera On va faire le maximum. coché en 2027. Merci à toi. Merci Louis.